je vais donc vous parler du muscadet, effectivement. Je vais en parler sous trois aspects. Je vais parler du mot muscadet, je vais parler du cépage muscadet et du vin muscadet, puisque ce mot désigne à la fois le vin et le cépage. Et au passage, je parlerai un peu de légendes ou d'histoires qui, pour moi, sont des légendes qu'on a quelquefois présentées comme des faits historiques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre de faire quelques rappels sur la viticulture en France en général, quelques grandes étapes qui ont été des repères, des étapes clés dans l'histoire de la viticulture française, et au passage, je signalerai les spécificités de ces événements dans le pays nantais, quand spécificité il y a eu. Alors, les vins rouges tels qu'on les connaît aujourd'hui sont apparus au XVIIe siècle, tout au moins sur la viticulture atlantique. Je ne sais pas comment ça se passait en Provence à l'époque, mais il y a lieu peut-être d'être un peu prudent là, dans la mesure où sur les rivages méditerranéens, on a des cépages à jus noir, donc il est possible que là-bas, on fabriquait déjà des vins rouges, mais les vins rouges tels qu'on les entend aujourd'hui, c'est typiquement le XVIIe siècle, c'est Bordeaux, et c'est sans doute, comment s'appelle ce grand cru de Grave, excusez-moi, il ne me revient pas le nom, mais enfin, le grand cru de Grave, classé en 1855, au même titre que les Médocs, qui a sans doute établi cette façon de faire et de déguster du vin. La Révolution. Alors, pardonnez-moi, si je fais un petit retour en arrière, s'agissant des vins rouges, notez, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais c'était encore plus vrai, vraisemblablement, au XVIIe siècle. Nantes est un vignoble producteur de vin blanc. Donc, cette révolution-ci, ou évolution, si c'en est une, n'a sans doute pas beaucoup concerné le vignoble nantais. La Révolution. Alors la Révolution, on ne mesure pas très bien, je crois, les conséquences qu'elle a eues sur l'histoire de la viticulture. Il faut bien considérer que jusqu'à une période récente, jusque dans les années 50, 60, pour bien des gens, le vin était un aliment, au même titre que le pain. A fortiori, cette idée était bien implantée au XVIIIe siècle. Et donc, la Révolution, en donnant d'une certaine façon l'accès à la nourriture, il y avait de ce fait aussi une revendication à pouvoir boire du vin, le vin étant, je répète, considéré à l'époque comme un aliment. Alors, ceci a eu comme conséquence très immédiate de faire croître la production viticole et notamment les surfaces plantées en France, qui vont croître continuellement jusque typiquement 1850, là où vont apparaître les premiers cataclysmes venus d'Amérique du Nord, à savoir l'oïdium, puisque c'est pratiquement le premier qui est apparu. Mais jusqu'à cette date, la viticulture française va être croissante, je répète, quant à son volume produit et quant à la surface cultivée. Alors, à ça, il y a lieu de rajouter une autre considération pour comprendre cette expansion. C'est qu'il y avait de la demande, certes, mais il y avait également l'industrie a subi une mutation profonde à peu près à cette époque-là, notamment à Nantes. À Nantes, le commerce triangulaire qui faisait la richesse de la ville s'est écroulé du fait de la suppression de l'esclavage et donc du commerce triangulaire, du fait du blocus continental qui a également contribué à faire perdre au négoce nantais ses sources de richesse. Et la bourgeoisie nantaise s'est reconvertie d'une manière extrêmement forte. C'est à partir de là qu'on va voir apparaître l'industrie métallurgique, puis des industries chimiques, l'industrie de la conserverie alimentaire. Alors, pas en 1789 précisément tout ça, hein, mais à partir de cette date, d'où
l'existence et la croissance d'une classe ouvrière, laquelle classe ouvrière était demandeuse de vin, au même titre qu'elle était demandeuse de pain et de se nourrir. Donc à Nantes, il y a cette spécificité-là. Il y en a une autre que vous connaissez, c'est ce qu'on a appelé les guerres de Vendée, à tort ou à raison. Mais ces guerres de Vendée sont une réalité, même si le nom est peut-être contestable, et ces guerres ont détruit le vignoble nantais. Le vignoble nantais était peut-être pas complètement, mais très 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 fortement touché, endommagé par les guerres contre-révolutionnaires. Il faut également noter, pour être complet, que la réfection de ce vignoble s'est faite très rapidement. En 1810, il y a des documents administratifs, donc tout à fait officiels, qui disent que pratiquement le vignoble est reconstitué. Donc 1810, on est encore sous le Premier Empire. Voilà, alors tout ça sont des conséquences de la Révolution et il y a ces spécificités-là. Notez également une autre spécificité nantaise qu'on retrouvera tout à l'heure, c'est que le contrat de Complan, qui n'a pas été annulé, n'a pas été réformé, puisqu'en fait c'est plutôt de réforme qu'il faudrait parler. Les contrats, les baux ruraux équivalents dans d'autres régions ont été bien sûr supprimés, mais remplacés par de nouveaux textes. À Nantes, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas parce qu'on y sera encore demain, ce contrat de Complan a été maintenu, alors qu'il était d'évidence frappé du sceau de la féodalité. Et donc, au titre de l'abolition des privilèges, il aurait dû être réformé. Bon, ça n'a pas été le cas. Autre date importante, 1850. Autour d'eux, prenez pas ça à la lettre, 1850 et l'apparition du chemin de fer, ou plus exactement le développement du chemin de fer. L'apparition du chemin de fer, c'est antérieur, c'est sous Louis-Philippe, 1840-42, je ne sais plus très bien, la première ligne de chemin de fer. 1850, le chemin de fer explose si l'on parle de la région ouest, de la Bretagne. En 1862 ou quelque chose comme ça, Rennes, Brest, Nantes, Quimper sont reliés à Paris. Donc le réseau tel qu'il existe aujourd'hui est établi. Alors le chemin de fer, il va permettre aux vins de circuler dans de meilleures conditions. Il n'y a plus besoin de bœufs et de char à banc. On va mettre ça sur des wagons, ce qui va faire baisser le coût du transport du vin. Et donc on va voir le commerce du vin se développer, et notamment en direction des grandes agglomérations comme Paris. J'ai l'impression qu'il y a un écho, non? Vous m'entendez bien? Non? Il n'y a pas de problème? Bon, ok. Donc voilà, alors conséquence de ça aussi, des vignobles... Comme ça, d'accord. Conséquence de ça aussi, les vignobles comme les vignobles parisiens, par exemple, les vignobles les plus septentrionaux vont progressivement disparaître au profit, bien sûr, des vignobles méridionaux, des vignobles du Midi, puisque, avec le chemin de fer, le vin peut approvisionner les grandes agglomérations comme Paris, par exemple. Ça ne semble pas avoir été un événement marquant pour la viticulture nantaise. On avait une consommation locale, elle est restée locale, donc avec ou sans chemin de fer, ça n'a pas changé les choses à Nantes. J'ai mis 1860, en toute rigueur, c'est 1852, je crois, l'apparition de l'oïdium sur les premières vignes en France, ou un peu avant même, peu importe. Donc on va assister à une série de catastrophes dans l'ordre d'entrée en scène oïdium, mildiou, phylloxéra. Le pire étant bien sûr le phylloxéra qui nous est venu d'Amérique du Nord. Et voyez le personnage, il n'a pas l'air très commode. Et il va envahir progressivement tout le vignoble. À partir de 1864, date à laquelle on trouve la première tache phylloxérique dans le Gard. L'année suivante, on en trouve une autre à Bordeaux. Et petit à petit, la bestiole va détruire la viticulture en progressant vers le nord. Nantes sera touchée en 1884, en août 1884. La première tache phylloxérique est découverte à Houdon. Notez qu'il lui aura fallu 20 ans pratiquement pour arriver depuis son point d'impact initial jusqu'à Nantes. Et il lui faudra encore pratiquement 20 ans pour arriver jusqu'à Ruisse, puisque à Ruisse, à l'époque, il y avait de la vigne.
Et ceci s'explique, alors que c'est pas très loin, on est à 150 km et peut-être même pas en ligne droite. Ceci s'explique vraisemblablement par le fait que la vigne n'est pas continue entre Nantes et Ruisse. Voilà. Alors, j'ai pas besoin de vous dire ce qui s'est passé. Toutes les vignes vont être détruites partout, à Nantes comme ailleurs. Et on va replanter. Alors, on va replanter, mais ce sur quoi je crois important d'insister, c'est que ce décalage que j'ai... Alors, je vais essayer de ne pas faire de conneries. Ouais, ce décalage entre ces deux dates, il faut bien le prendre en considération dans la mesure où, lorsque le phylloxéra arrive à Nantes, par exemple, les vignes du Sud sont reconstituées. Autrement dit, la concurrence qui, avant le phylloxéra, était une concurrence purement régionale, chacun produisait ses vins, il circulait comme il circulait, au prorata de l'économie du moment. Quand il n'y a plus de vin, ça change beaucoup la donne dans une région. Alors, je vais faire une petite peut-être incursion ailleurs. Ça a eu des effets donc souvent malheureux, bien sûr, ne serait-ce que parce que la vigne a été détruite, mais également, même une fois reconstituée, il a fallu reconquérir localement des marchés. Mais ça a eu quelquefois des effets heureux, comme à Ruisse par exemple. Dans la mesure où Ruisse, où on produisait du gros plan, donc un cépage, pardonnez-moi, adapté à la production d'eau de vie, Ruisse a profité des malheurs de Cognac. Cognac a été touché un peu avant 1880, et on a vu apparaître à la faveur de cela une industrie de production d'eau de vie qui a été florissante pendant une trentaine d'années, jusqu'à temps que le vignoble de Cognac se rétablisse bien, reconquiert ses marchés, et à ce moment-là, Ruisse a disparu, bien évidemment. Le XXe siècle va se dérouler dans un contexte de surproduction pratiquement pendant 100 ans. Ce n'est pas exactement 100 ans, mais de mémoire, je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a eu encore 2 morts à Montredon en 1976, un viticulteur et un gendarme, suite à des révoltes viticoles. 1976, on n'est pas loin de la fin du siècle. Hein. Et après les morts, il y a eu encore des révoltes. Donc on va traverser le siècle dans un contexte de surproduction. C'est la viticulture méridionale, bien sûr, qui produit abondamment des vins d'une médiocrité affligeante pour la plupart d'entre eux, convenablement corrigés par, tout au moins s'agissant de leur degré alcoolique, convenablement corrigés par les vins d'Algérie. Donc cette complémentarité de part et d'autre de la mer Méditerranée faisait qu'on avait une activité florissante. Se sont développées des coopératives. Pourquoi pas? Ce sont des structures qui, quand elles sont bien menées, peuvent faire des vins remarquables et excellents. Mais là, elles ont eu des effets néfastes dans la mesure où les vignerons étant déconnectés de la commercialisation, ils produisaient du raisin, ils amenaient ça à la coopérative, et la coopérative se débrouillait pour vendre ce qu'elle pouvait, parce qu'elles en produisaient bien plus que le marché ne pouvait en écouler. Ça a duré quand même presque un siècle, hein, cette farce. Des lois pour lutter contre la surproduction, il y avait tous les ans. Bon, et ça n'a pas réglé le problème. Les lois, c'est une chose, les appliquer, c'en est une autre, les respecter, c'en est encore une autre. Donc ça, c'est pas mieux passé qu'actuellement, s'agissant des lois et de leur respect. Alors, il faut dire que Nantes n'a, semble-t-il, pas souffert là non plus de cette surproduction. On était dans une économie régionale. Les vins de Nantes étaient bu quai de la Fosse, sur les quais, par les travailleurs des chantiers, Saint-Nazaire, le proche Morbihan, le nord de la Vendée, et tout ça tournait rond, ça roulait. En 1935 apparaissent les appellations d'origine contrôlée. C'est une conséquence de la surproduction. Il a fallu, le législateur et une partie des vignerons aussi, ont souhaité
que les vins de qualité puissent se démarquer de cette vinasse qui était produite en abondance, notamment dans le sud de la France. Donc 35, et là, bien évidemment, Nantes est concernée, puisque les premières appellations pour le muscadet, c'est 36. Donc là-dessus, la viticulture nantaise a fait preuve de célérité, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, j'aborde maintenant le sujet proprement dit, et je vais vous parler du muscadet, et je vais commencer par parler de ce mot. La belle Hélène voudrait bien y aller, la belle Hélène sur le pont de Nantes voudrait bien y aller, y est donné sur le pont de mer, un balier de mer. La belle Hélène voudrait bien y aller. Alors, le mot muscadet est ambigu, à mon avis, en tout cas, et je vais m'expliquer là-dessus. En effet, quand on prononce le mot muscadet, on ne peut pas s'empêcher de penser à muscat, qui est presque, enfin, phonétiquement en tout cas, contenu dans le mot muscadet. On pense aussi à musc, et pourquoi pas à muscade pendant qu'on y est. Tous ces mots désignant des produits qui sont dans l'univers du goût, de l'odeur, du parfum, etc. Et on peut quand même se poser la question de savoir d'où vient ce mot. D'où vient ce mot? Alors là, j'ai emprunté ça à un de vos prédécesseur, puisque je crois qu'il n'est plus de ce monde. C'est un viticulteur également, Maujoan du Gasset, qui, dans un petit ouvrage qu'il a publié, qui est sa thèse, il a fait une thèse d'économie, il nous trompe parlant du muscadet. D'abord par son nom lui-même, muscadet, sorte de vin qui a un léger goût de muscat. Si telle est l'origine du mot, ce qui n'est pas certain, celui qui a baptisé notre muscadet devrait être un dégustateur bien médiocre. Bon, je pense que je ne vous fais pas de révélation. Il n'y a pas grand-chose au plan gustatif entre un muscat, quel qu'il soit, et le muscadet. Alors, si on fouille les dictionnaires pour essayer de trouver d'où il vient ce mot, Diderot ne connaît pas. Diderot ne connaît pas. Muscadet, ça n'existe pas dans l'encyclopédie Diderot. Notez que l'encyclopédie Diderot est construite comme un dictionnaire, c'est-à-dire les mots sont rangés par ordre alphabétique, mais ce n'est pas un dictionnaire à proprement parler, c'est une encyclopédie, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que tous les mots de la langue française ne s'y trouvent pas. Alors, Diderot, parlant du muscat, dit ce mot, selon quelques-uns, vient de musc. Il parle de muscat, hein, parce que le vin muscat a quelque chose de l'odeur de ce parfum à ce que l'on prétend. D'autres le font venir de muscat, mouche, parce que ces insectes aiment extrêmement les grappes de raisin muscat. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que il y a également muscat en grec. Alors, je ne maîtrise pas complètement la langue, hein, mais c'est mouche. Et autre anecdote à rapprocher de ça, des viticulteurs nantais en balade dans les Pyrénées, sur le mont, je ne sais plus son nom, Mont-Vallier, exactement, descend du Mont-Vallier un petit ruisseau qui finit par rejoindre, après être jeté dans plusieurs affluents de la Garonne, qui finit par se jeter dans la Garonne. Et ce ruisseau s'appelle le Muscadet. Alors, les vignerons nantais, bien sûr, intrigués, ont demandé aux autochtones d'où venait ce nom, pourquoi il s'appelait comme ça. Et on leur a répondu que c'est parce qu'il y avait beaucoup de mouches autour de ce ruisseau. Donc, vous voyez, on retrouve à nouveau les mouches. Voilà. Mais ceci dit, ça n'éclaire pas énormément notre lanterne. Alors, on le trouve quand même dans quelques dictionnaires. Ça, c'est pas un dictionnaire, c'est dans un ouvrage du XVe siècle non, je sais plus, ça s'appelle Description de tous les pays. Alors, dans tous les pays, il faut entendre les pays qui constituent la France actuellement et certains voisins. Et il parle là du pays de Gênes, en Italie actuellement. Et voyez qu'il est question là de muscadet. Oh zut!
Gilles Le Bouvier, voilà. Marcel Lachivé, qui est un historien contemporain du vin, un des grands historiens du vin, dit que de Crète vient aussi le muscat qu'on trouve parfois sous le nom de muscadet. Donc vous voyez, là encore, la confusion apparaît entre muscat et muscadet. Il est défini dans un autre dictionnaire comme un substantif masculin. C'est un cépage cultivé dans le Languedoc. Et ça, c'est un dictionnaire franco-provençal du XVIIe, je crois. Et il fait l'analogie entre muscat, muscadet, muscadetto, et il dit que c'est un diminutif de muscat. Donc, vu comme ça, le muscadet, pour ces gens-là, c'est du muscat. Bon. Notez aussi qu'on l'a appelé, y compris ici, en pays nantais, le petit melon musqué. On tourne toujours autour du même radical. Alors, si on veut continuer à rajouter de la confusion à la confusion, notez que la muscadelle, qui est un cépage blanc du vignoble bordelais, a été appelée, et peut-être encore appelée aujourd'hui, muscadet doux. Et ici, je ne sais plus d'où ça vient, je dirais ça. Il ne faudra pas le confondre avec d'autres cépages du même nom ou d'un nom très approchant, par exemple avec le muscadet de Tarn-et-Garonne. Donc il y en a un aussi par là-bas, qui s'appelle localement autrement, sans doute, mais qu'on appelle de temps en temps muscadet, dont les raisins sont beaucoup moins serrés, etc., etc. Et puis même avec le pinot gris, qui porte le nom de muscadet aux environs de Paris et même en Bourgogne. Donc, bon, ça en ampélographie, c'est classique. Hein, c'est pas, on sait qu'un cépage peut avoir beaucoup de noms, et à un nom de cépage peut être associé beaucoup de cépages. Donc la confusion règne, mais s'agissant du muscadet, c'est au-delà de ça. Alors pour être complet, donc je vous ai dit qu'il y avait une rivière qui s'appelait le Muscadet. Notez aussi qu'en France, il y a 3 lieux-dits, un dans l'Aude, un dans les Deux-Sèvres, le troisième, je ne sais plus où il est. Il y a un château Muscadet à Bassins. Bassins, c'est la langue de terre où la Dordogne et la Garonne finissent, qu'enserrent la Dordogne et la Garonne pour finir par former la Gironde, et qu'il y a une parcelle à Joigny qui autrefois fut grande et fut un clos viticole qui s'appelle le clos Muscadet, et le cadastre a été refait il n'y a pas longtemps à Joigny, et ils ont gardé, je pense, comme une trace, un souvenir, une parcelle de 6 mètres carrés qui est complètement incluse dans la ville, hein, et qui s'appelle le Clos Muscadet. Voilà, alors je vous ai dit beaucoup de choses sur le Muscadet, mais je n'ai pas conclu parce que je ne peux pas conclure. Je ne peux pas conclure au moins sur ces aspects-là. Alors là, c'est tous les noms que l'on trouve pour le cépage qu'on va appeler maintenant, si vous voulez, melon, hein, avec des noms quelquefois flatteurs, quelquefois moins. Il y a des choses comme Grosse Bourgogne, ça doit pas être, je prends pas ça pour un compliment. Grosse Sainte-Marie, Gros Auxerrois, c'est pas flatteur, je pense. Pourrisseux, c'est pas terrible non plus. Notez quand même, on en reparlera tout à l'heure, qu'on l'appelle aussi en Anjou Plan de Lons-le-Saunier. Ça, c'est une référence à Viala. Donc on est là à la fin du 19e siècle, c'est pas le Moyen-Âge, hein, c'est très, très récent. Donc voilà, je ne suis pas sûr d'être exhaustif, hein. Il y en a sans doute d'autres noms encore. Alors, ceci m'amène à parler du cépage, puisque j'ai commencé à vous faire voir quels étaient les noms de ces cépages. Si on essaye maintenant de sortir de ce monde, alors je suis navré, je vais dire des choses peut-être désagréables pour certains d'entre vous. Moi, je suis du monde des sciences dures, et l'avantage de la physique, si je laisse tomber mon truc, là, je sais qu'il va tomber par terre, il ne montera jamais, même si je fais 1000 fois l'expérience. Donc, on a des certitudes, et souvent, on arrive à refaire les expériences. Donc, je vais faire un petit peu de chimie. Alors, soyez rassurés, mes cours de chimie organique remontent à plus de 50 ans, et j'en ai jamais fait depuis. Mais néanmoins, c'est pas gênant. Vous allez voir, c'est pas gênant du tout. Si l'on cherche dans le monde de la chimie des parfums, quelles sont les molécules odoriférantes caractéristiques des mots que j'ai évoqués tout à l'heure, muscat, musc, muscadet, etc.
Le muscat est caractérisé par des composés dont les noms font pas rêver, hein, j'en sais rien, mais peu importe, ce sont ceux-là. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec des notions de chimie, notez simplement que les terminaisons des constituants sont toujours en ol. On est dans la famille des alcools, ce sont des alcools. Si je fais la même chose pour la muscat 2, on a là aussi un certain nombre de molécules. Il y a des alcools, hein, safrole comme safran, génol comme je ne sais pas quoi. Et puis on a plutôt des terminaisons en N. Alors, terminaisons en N en chimie organique sont la signature d'une double liaison au moins dans la molécule, voire de plusieurs. En tout cas, même si on ne rentre pas dans ces considérations de chimie, on voit bien que ce n'est pas les mêmes. Le musc. Alors j'ai eu un peu plus de mal à trouver l'information, mais j'ai fini par la trouver. On trouve des terminaisons en -one, qui sont la signature de cétone, d'une famille de molécules qu'on appelle cétone. Il y a un alcool et il y a un brassiate d'éthyle qui est un ester. Et puis enfin notre fameux muscadet, qui lui sent rien, parce que là on a des composés odoriférants. Le muscadet, ou tout au moins le jus de muscadet, le mou, n'a pas d'odeur ou pas d'odeur marquée, mais un travail qui a été fait à l'INRA de Montpellier il y a 10 ans peut-être, une thèse qui avait dû être déclenchée à partir de l'ITV ici, a travaillé donc sur la composition du mou et comment ces molécules évoluent pour devenir ensuite du vin et essayer de déterminer les trajets qui mènent aux arômes du muscadet. Alors, le jugement est formel. Le muscadet n'est pas un cépage aromatique, ça c'est complètement confirmé. Et les molécules caractéristiques de ce cépage, vous les avez là. Donc vous avez un alcool et 2 esters. Voilà. Mais tout ça ne sent pas grand-chose, pratiquement rien. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que il n'y a pas de filiation, même objectivement, en termes de parfum, entre muscat, muscadet, muscade, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que les 3 premiers sentent, incontestablement, mais pas la même chose. D'ailleurs, pour un vigneron, c'est pas la même chose de dire d'un vin qu'il est musqué ou d'un vin qu'il est muscaté. Les vignerons maîtrisent ça parfaitement. Quant au muscadet, on n'emploiera ni l'un ni l'autre en général pour le caractériser au plan olfactif. Alors, notez que le melon, on en connaît maintenant son origine. Enfin maintenant, ça fait quelques temps quand même. Il est issu d'un croisement entre le pinot noir de Bourgogne et le gouais blanc. Ce sont des cépages qui étaient très répandus au Moyen-Âge. Or, le gouais, c'est un cépage assez vulgaire, le pinot noir, pas du tout. Le fils, somme toute, assez honorable, c'est même mieux que ça. C'est un frère, je dis ça aussi en passant. La proximité génétique avec le chardonnay est extrêmement grande, elle est de l'ordre de 90%. Donc, muscadet et chardonnay, ce sont des frères. Alors, les potentialités organoleptiques, qu'est-ce qu'on peut dire? Le muscadet, enfin le jus du melon, pardonnez-moi, a un potentiel acide qui est relativement faible par rapport au chardonnay, par exemple, que je viens de nommer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait le même trajet fermentaire entre un mou de muscadet de melon, pardonnez-moi, et un mou de chardonnay, on aura des vins moins acides avec le melon que l'on a avec le chardonnay. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, historiquement, ici, dans le vignoble, on ne laissait pas se développer la fermentation malolactique, puisque la fermentation malolactique abaisse l'acidité, remonte le pH, abaisse l'acidité d'un vin, et on a dans ce cas-là des vins qu'on pouvait juger trop mous par manque d'acidité. Donc je pense que la raison de cette pratique, elle est historique si on veut, mais elle a une base qui est parfaitement pratique et que la chimie élémentaire explique très bien. J'ai noté aussi, alors je ne sais pas, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, pour moi, une des caractéristiques du muscadet qu'on boit, cette fois de la boisson, c'est toujours la présence d'une petite amertume qui me semble être une caractéristique du vin.
par rapport à un chardonnay, par exemple. Alors, comment le muscadet est-il arrivé à Nantes? La seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'il vient de Bourgogne. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de discussion. J'ai coloré en gris les départements dans lesquels le muscadet a été cultivé de manière notoire. En gris plus clair, quand il était plutôt un cépage moins implanté, disons. Alors, venant de Bourgogne, on arrive à Nantes. Entre-temps, notez qu'il a changé de nom, car il est parti de Bourgogne en s'appelant Melon. C'était son petit nom. Il est à Nantes avec un autre nom. Alors, on connaît assez bien, enfin on, pas moi, les historiens, je ne suis pas historien, les historiens connaissent bien les circuits d'échange à travers la France médiévale, et un des circuits qu'on peut imaginer comme étant circuit qui a amené le muscadet à Nantes, enfin le melon, c'est celui qui est en train de se dessiner sous vos yeux, à savoir que partant, alors je l'ai fait partir de Côte d'Or, partant de Côte d'Or, la marchandise descend le long de la Saône, traverse les monts du Beaujolais, un col qui est connu, mais je n'ai plus le nom, mais c'est connu, donc là c'est du Charrois, rejoint la vallée de la Loire à Charlieu-sur-Loire, et là on se laisse emporter par les eaux de la Loire, en principe on va arriver à Nantes. Alors, ce trajet, je rappelle, est attesté. Les vins de l'Orléanais, alors il n'y a pratiquement plus de vignobles à l'Orléanais, il y a quelques petites reconstitutions, mais qui sont pas dérisoires, mais qui sont anecdotiques. Mais l'Orléanais a été un très gros vignoble et qui a joui d'un prestige assez grand, notamment pour approvisionner Paris. Les cépages de l'Orléanais sont appelés Auvergnat. Auvergnat noir, Auvergnat gris, Auvergnat blanc. Ce sont strictement des pinots de Bourgogne. Or, on peut se demander là aussi d'où vient le nom. On a l'impression d'avoir un peu trouvé une explication dans la mesure où quand on est là-haut à Orléans et qu'on regarde le long de la vallée de la Loire, au fond, ce qu'on voit, c'est l'Auvergne, pas la Bourgogne. Parce qu'il y a eu un virage à 180 degrés ici qui a été pris et qui fait que depuis Orléans, le trajet linéaire, il mène en Auvergne. Alors, est-ce la bonne explication? C'est pas certain, mais ça semble assez probable. C'est en tout cas l'avis de gens plus compétents que moi, des historiens de la vigne. Alors, un autre trajet, celui-là est un trajet fluvial, majoritairement. Il y a peut-être aussi un trajet terrestre. Vous voyez que si on suit les départements qui sont en gris, foncé, on n'est pas loin d'avoir une continuité. Alors, j'ai pas trouvé, j'ai pas voulu mettre l'Indre-et-Loire, enfin les départements de Touraine en gris, parce que je n'ai pas trouvé dans la littérature, dans les archives, trace de la présence du muscadet ou du melon. Donc, mais à cette discontinuité près, on a quand même une quasi-continuité pour aller de la Bourgogne à Nantes via un trajet terrestre. Alors, là aussi, il y a une explication qui me paraît recevable. Vous savez sans doute qu'en 1396, si ma mémoire est bonne, le duc de Bourgogne régnant à l'époque a expulsé le Gamay. Dans l'ordonnance de Philippe le Hardi, il n'est question que de Gamay. Mais le muscadet, le melon, pardonnez-moi, on l'appelle aussi Gamay blanc. Et ça a été un sujet de controverse jusqu'en 1895 ou quelque chose comme ça. Donc, on est fondé à admettre, comme une hypothèse en tout cas, que quand Philippe le Hardi a interdit la culture du gamay, le gamay blanc, donc le melon, en faisait partie. Alors, ça devient plus explicite quand Philippe II d'Espagne, régnant sur la Bourgogne un bon gros siècle après, dans une ordonnance où il reprend l'interdiction de Philippe le Hardi, parce qu'on sait bien que les lois sont faites pour être écrites mais pas appliquées, donc il a repris l'interdiction, il a rappelé qu'il ne fallait pas cultiver de muscadet, et là il est explicitement question de melon. Alors, le melon,
va se réfugier, ça c'est bien attesté en tout cas, notamment ici en Franche-Comté, dans les départements de l'Est de la France, en Franche-Comté, où il va durer jusqu'à 1900, donc grosso modo. Et on va le trouver également jusqu'à Paris, hein, en Île-de-France, mais tout particulièrement dans cette région. Et je vous ai fait remarquer tout à l'heure que l'un des noms qu'on donne au melon, c'est le plan de Lons-le-Saunier. Alors Lons-le-Saunier, c'est dans le Jura. Et qui donne ce nom à ce que nous appelons muscadet? Ce sont les Angevins. Et il est attesté par des documents pas très vieux, de la fin du 19e, que les Angevins se fournissent en plan de muscadet à Lons-le-Saunier, enfin dans le Jura, pas explicitement à Lons-le-Saunier. Or, ça, c'est quelque chose qui est bien connu en histoire de l'ampélographie. On désigne souvent le nom d'un cépage par l'endroit où on a été le chercher. L'Auxerrois de Cahors, il venait pas d'Auxerre, hein. C'est pas un vignoble, c'est pas un cépage bourguignon. Voilà, et arrivé à Angers, pour venir à Nantes, c'est pas compliqué, il y a la Loire. Donc ça peut être aussi un trajet, et notez qu'on a cultivé le melon jusqu'en 1920 en Maine-et-Loire. Alors je ne parle pas des communes riveraines de la Loire-Atlantique qui sont dans l'aire d'appellation muscadet des coteaux de la Loire. C'est pas, là, on cultive encore aujourd'hui du melon. Je parle de Baugé, qui est une, peut-être sous-préfecture, je ne suis pas sûr, mais enfin, une petite ville du nord-est du Maine-et-Loire, où on a cultivé du melon jusque dans les années 20 au moins. Enfin, en 1920, en tout cas, c'est attesté. Voilà. Alors, j'ai pas d'avis sur le choix qu'il faut faire entre le rouge et le bleu. Je le laisse à votre appréciation. Alors, quand est-il arrivé à Nantes, ce diable de melon? Eh bien, la mention la plus ancienne que j'ai trouvée, c'est 1616, donc presque 20 ans antérieur au bail de l'Oiseau-Linière, qui était jusque-là considéré comme le document le plus ancien, 1635. 1616, première mention de muscadet, et il apparaît dans un bail à Complan qui est signé donc cette année-là entre une demoiselle Suzanne de Beaussé, qui habite, alors c'est des noms qui vous disent des choses, hein, la Hamelinière, le Plessis-Beaussé, le Coin, les Navinots, la Frémoire, on est à Vertou là. Hein. Et elle loue à Louis Ménard, laboureur à bœufs, demeurant au Navino, en la paroisse de Vertou, et il est écrit textuellement « à la charge au dit preneur de tenir la dite vigne, ci-dessus bornée de la dite seigneurie et juridiction des Navino, et outre à la charge du dit Ménard de planter et affier dans le prochain mois de mai la dite vigne de bon plan de muscadet ». Cette fois, le mot, il figure, et il est question de cépage. Donc voilà, la première mention que l'on trouve. Alors notez que c'est pas très très vieux, c'est le début XVIIe. L'idée selon laquelle le muscadet serait là depuis les Romains, peut-être, mais ça reste à prouver. En tout cas, début XVIIe, il est dans le coin. Ça, c'est pas douteux. Alors on trouve une mention un peu plus ancienne en Anjou. Vous avez là un grimoire qui sort des archives municipales d'Angers. Et ici, il est écrit, alors René Roustille, marchand demeurant en cette ville d'Angers, nanana, requis, etc., etc., de vendre 2 pipes de vin d'estrange pays, étranger, quand on est en Anjou, on n'est pas en Bretagne, ni ailleurs, d'estrange pays, c'est à savoir vin de Saintes et de Muscadet. Donc, un siècle auparavant, 1509, on trouve mention du Muscadet à Angers. On n'est pas en Bretagne. Néanmoins, l'association du vin de Saintes et du Muscadet incite quand même à penser que le Muscadet vient de Nantes, car en effet, pour atteindre Angers à partir de Saintes, c'était la voie maritime et fluviale. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas du charrois. Donc, ce vin, il est passé à Nantes. C'est incontestable. Alors, il n'est pas écrit qu'au passage, il a pris aussi du muscadet. Mais on a quand même un peu envie de penser que ce n'est pas déraisonnable d'imaginer que le muscadet ait accompagné ce vin sur la même barque
et que peut-être le muscadet était alors déjà implanté au début du XVIe siècle. Alors je sais bien, ce ne sont pas des certitudes, c'est très inconfortable. C'est pour ça que je dis que je préfère faire de la physique. C'est plus rassurant. Alors, autre événement dans la vie de ce cépage, l'hiver, le grand hiver 1708-1709. Alors là, on est dans la légende et je vais essayer de vous le prouver. Jean de Camiran, qui est un homme infiniment respectable, a écrit dans un ouvrage paru en 1937, un petit ouvrage sur le muscadet, ils ne sont pas si nombreux que ça, a écrit la chose suivante. Hiver de 1729. La grande hiver, comme disaient encore certains vieillards, au cours de notre prime jeunesse. Après un mois de janvier et une partie d'un mois de février très doux, succédèrent 5 semaines d'un froid terrible. La mer gela sur nos côtes, les souches de vigne gorgées d'eau furent saisies, glacées jusqu'au cœur, elles ne repoussèrent que de ci, de là. Ce fut un grand désastre. Jusque-là, c'est pas exact, mais c'est pas complètement faux. Pendant 40 ans, le vigneron va replanter. Il choisira le meilleur plan à sa portée, le bourguignon ou muscadet. Alors ça, c'est de l'approximation, et c'est pire que ça, c'est faux. Soyons clairs, c'est faux. D'abord, l'hiver 1709 ne s'est pas passé comme il le dit. On a la chance en France d'avoir un historien du climat, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a parfaitement décrit cet hiver-là. Ce qui a été terrible, c'est une succession de périodes très douces et de périodes très froides, qui fait que pendant les périodes douces, il pleuvait ou il neigeait. L'eau ne rentrait pas dans la terre parce que la terre était gelée du fait de la période antérieure de froid, et on a gorgé d'eau, effectivement, et ça a démarré le 5 janvier et non pas en février. Bon, peu importe, ça c'est du détail, mais en tout état de cause, c'est pas vrai que, à la faveur de ça, le muscadet s'est répandu dans le vignoble. Je n'en veux pour preuve que 1827, c'est un emprunt à Cavolo. Cavolo est un ampélographe qui écrit « Sur une production totale de 812 794 hectolitres, on ne fait que du vin blanc, parlant de Nantes, dont il y a 2 qualités, muscadet produit par le cépage de ce nom, et dont il se recueille environ 125 000 hectolitres. Si vous faites le rapport de 125 000 à 812, vous allez trouver 15%. Alors 15%, c'est pas dérisoire, mais je n'appelle pas ça de majorité. 50 ans plus tard, pratiquement, Guyot écrit « Le gros plan représente les 2 tiers de l'encépagement du vignoble de la Loire inférieure. » Donc s'il y a déjà 2 tiers de gros plan, au mieux, il ne peut y avoir qu'un tiers de muscadet, ce qui ne fait pas non plus une majorité. Et il n'y a sûrement pas un tiers de muscadet parce qu'il y avait d'autres cépages. Un Nantais, Andouard, directeur de la station agronomique de Nantes, il faut savoir que les vignes à gros plan occupent une superficie double de celle constituée par le muscadet. Donc vous voyez, on arrive à la fin du 19e, le muscadet n'est toujours pas majoritaire dans le vignoble. Donc, alors pourquoi Jean de Camiran a écrit ça? Bon, je ne lui fais pas de procès, je serais mal placé pour le faire. Je pense que Jean de Camiran a utilisé un argument qui est un argument archivistique, mais qui a été mal apprécié. Il est vrai que c'est à partir du XVIIIe siècle que dans les baux de prise de vigne, les cépages commencent à être nommés. Jusque-là, c'était extrêmement rare. Je vous ai cité le cas du bail de 1616, c'est extrêmement rare, c'est une exception. Par contre, à partir du XVIIIe, pour des raisons que je ne connais pas, on nomme plus souvent les vins, les cépages, et effectivement, s'il a fait un travail de recherche d'archives, il a vu plus souvent apparaître le mot muscadet qu'auparavant. Mais la première mention du gros plan que je connaisse dans les documents archivistiques concernant Nantes, c'est 1735. Et alors qu'on est certain que le gros plan était là depuis au moins 300 ans. Donc là-dessus, il a mal apprécié les résultats d'archives qu'il a consultés. Et puis aussi, quand même, Jean de Camiran était le porteur du projet AOC. Il ne faut pas l'oublier. Or, article 1 du décret-loi du 30 juillet 1935, pour pouvoir prétendre à une appellation d'origine contrôlée, les vins doivent attester d'usages locaux, loyaux et constants. Pour attester de la constance des usages, il fallait prouver que le muscadet était là depuis longtemps.
Voilà, quoi de mieux que des baux du 18e où on en voit, pas en pagaille, il ne faut pas exagérer, mais on commence à en voir pas mal. Et puis il y a eu l'hiver, ouais, ça doit être ça. Je me suis quand même renseigné auprès des biologistes de l'INRA pour savoir si ça tenait debout. C'est-à-dire, est-ce que un hiver comme 1709 peut expliquer qu'une variété de vignes disparaisse au profit d'une autre? Bon, la réponse a été claire, c'est non. Il est incontestable que des variétés sont plus ou moins sensibles à la chaleur, à la sécheresse, au froid, au gel, et ça, c'est pas douteux. Mais il y a tellement d'autres facteurs qui influent sur la possibilité d'une vigne de geler, en l'occurrence, puisqu'on parle de gel, que tant qu'on n'a pas maîtrisé ces facteurs, il eût fallu avoir 2 rangs de vignes de 2 mètres chacun, côte à côte, sur une seule parcelle, avec le même sol, etc. Là, on aurait peut-être pu dire quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Bon, quoi qu'il en soit, on a eu l'AOC, c'est l'essentiel. Mais l'hiver 1709, il faut oublier qu'il a généralisé le melon, car c'est faux. Alors, j'en arrive maintenant à la reconstitution, puisque on va traverser le 19e siècle rapidement, et la reconstitution, le vignoble a été détruit ici par le phylloxéra comme partout, il a fallu donc reconstituer ce vignoble, et à la faveur de ça, le taux de fréquence du muscadet dans le vignoble va augmenter. Ça, c'est incontestable. C'est à ce moment-là qu'effectivement, la part du muscadet augmente, et elle augmente à la faveur d'un article de la loi Méline, car je pense que la viticulture aurait pu disparaître de la région nantaise à cette époque. La loi Méline, alors ça vous dit peut-être pas... il y a eu... comment dire, un choc entre 2 lois, une loi coutumière, le bail à complan, et un événement, le phylloxéra. Le phylloxéra fait mourir la vigne. Or, la seule clause qui permettait à un propriétaire de récupérer son bien et d'expulser le colon, c'est-à-dire l'exploitant, c'était la mort de la vigne. Or là, la vigne meurt. Bien évidemment, les colons n'avaient pas de responsabilité là-dedans, ils ne l'ont pas accepté. Alors, je ne vais pas refaire une conférence que René Bourrigaud a faite et fait mieux que moi, mais à la faveur de ça, des révoltes, des procès, j'en passe et des meilleurs, et c'est monté à l'Assemblée nationale, enfin à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, bref, le Parlement, lequel Parlement a fini par voter une loi spécifique au vignoble nantais, en disant qui, en gros, stipulait que le phylloxéra ne pouvait pas être une cause de rupture des contrats de complan. Voilà, en gros, la loi, c'est ça. Et elle organisait un petit peu la reconstitution du vignoble en stipulant que les vignes reconstituées devraient l'être avec les plants locaux. Donc au nombre des plants locaux, il y a du muscadet, bien sûr, du gros plan et d'autres peut-être aussi, mais incontestablement, quand on sait les ravages que les hybrides producteurs directs ont fait dans bien des vignobles à cette époque-là, je peux facilement imaginer que la viticulture nantaise ait pu disparaître à la faveur de ça et à la faveur du choix des hybrides, parce que c'était la solution de facilité. Quand on sait le sort qu'on leur a fait après, on en frémit. Cette reconstitution, elle est faite, la loi Méline, c'est 1898, donc 1900 pour arrondir les angles, elle est faite au moment où la surproduction viticole démarre en France. Et donc elle va se faire sur un fond de surproduction nationale, mais je vous ai dit que Nantes était un îlot de bonheur, j'en sais rien, mais d'une certaine forme de prospérité modeste dans un univers qui était quand même, qui a été fortement secoué, notamment dans les années 30. Des lois qui sont des conséquences de cette surproduction que je viens d'évoquer vont contribuer à nous amener vers l'appellation d'origine contrôlée. Alors, première loi, c'est la loi du 1er août 1905. En toute rigueur, c'est une loi sur la répression des fraudes qui définit ce qu'est le vin, du jus de raisin exclusivement, et qui dit les conséquences pénales de celui qui ne respecterait pas la loi. À cette occasion-là, on commence à avoir une première délimitation parcellaire. Ce sont les juges
Non, c'est l'administration qui est en charge cette... alors, chacun sait qu'un fonctionnaire, il sait tout faire. Donc, il sait aussi faire de la délimitation de parcelles. Ça a tellement bien marché qu'une deuxième loi, 19 mai 1919, a corrigé le tir, a introduit la notion d'appellation d'origine, pas encore contrôlée. Et cette fois, la délimitation a été confiée au pouvoir judiciaire, c'est-à-dire au juge. Une autre loi de 29, et on en arrive à parler de vin maintenant, puisque on va parler notamment d'appellation d'origine contrôlée, mais quelques mots quand même sur ce qu'est le vin nantais à cette époque-là. Le 19e a été épouvantable. Tout ce qu'on trouve, c'est effrayant. En 1862, le vin issu du Gros Plan est considéré par les Nantais comme impropre à la distillation. Son emploi naturel est celui de la vinaigrerie. C'est un rapport du jury de l'exposition universelle de Londres. Ici, c'est une appréciation 1866 locale. Les vins de Loire inférieure se consomment pour beaucoup dans le département et dans les contours limitrophes de Bretagne et de Vendée. À part cela, ce n'est pas tant pour la consommation que pour les coupages, le vinaigre ou la distillation que les vins sont exportés. On emploie en partie les vins de Gros Plan à la fabrication de vinaigre, soit sur les lieux, soit à Orléans. Enfin, on en expédie à Paris pour couper les gros vins. Voilà. Là, c'est le gros plan. Hein. Les Bordeaux, quand il manquait d'acidité, c'est le Gros Plan nantais qui relevait l'acidité des Bordeaux. Hein. Tout ça pour dire qu'à la fin du 19e, quand on va reconstituer le vignoble a gardé des structures agraires, sociales et économiques de l'Ancien Régime. Le vignoble n'a pas évolué de ce point de vue-là. Le bailli à Complan est toujours actif et très présent. Voilà. Alors, la démarche qualité, elle va apparaître dans les années 20. Là, je vous ai mis quelques extraits de ce qu'on peut trouver dans les archives. Les archives consultées, c'est les archives bien sûr relatives à l'agriculture, souvent des journaux, j'ai plus les titres, hein, du comice agricole et des choses comme ça, ou des journaux de syndicats de producteurs ou de négociants. En 24, les viticulteurs du canton de Vertou de la commune de Médon fondent un syndicat viticole, lequel établit l'appellation d'origine muscadet, c'est toujours pas appellation d'origine contrôlée, hein, en application de la loi du 6 mai 1929. Donc vous voyez, les premières tentatives, il y en a d'autres, hein, pour défendre une appellation vin de muscadet ou muscadet grand cru de Sèvres-et-Maine. Tout ça entériné généralement par des jugements, des juges qui donnent leur onction à ces appellations. Alors, vous voyez, se dessine là muscadet des coteaux de la Sèvre, muscadet de Valette, muscadet des coteaux de la Loire. 1934, le muscadet de Sèvres-et-Maine regroupe en 16 communes et constitue à la haie Foissière à l'occasion du premier congrès du muscadet. Et la première foire au vin se tient en 1934 au Leroux-Botreau. À cette foire, 216 vins, dont 126 muscadets. Là, le muscadet est majoritaire, en tout cas à la foire, incontestablement. Alors, le négoce, lui, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Ben, il pleure, comme d'habitude. Cette réunion plus houleuse. Alors, c'est une réunion qui se tient à l'occasion du deuxième congrès du muscadet qui se tient au Leroux. Cette réunion fut des plus houleuses, on est en 1936, hein, l'année de l'AOC. De nombreux marchands de vin refusant d'accepter le principe d'une appellation d'origine contrôlée du muscadet produit en dehors de Sèvres-et-Maine. Jusqu'à Sèvres-et-Maine, ils voulaient bien, mais en dehors, il fallait les laisser faire. Les producteurs, de leur côté, s'opposeraient à une appellation vin blanc muscadet qui permet, à leur avis, de vendre du vin n'ayant de muscadet que le nom. Bon, on voit apparaître des conflits qui vont durer. Ils sont peut-être pas complètement finis, d'ailleurs, même si les bases ont un peu changé. C'est quelque chose qui va être récurrent. Mais ce qui apporte quand même, c'est de noter que des vignerons, tous sûrement pas, mais des vignerons sont quand même bien décidés à défendre la qualité, si tant est que AOC soit synonyme de qualité. Alors, toujours le négoce qui dit que ça leur ferait du mal, ça nous serait très préjudiciable. Les petits vins, alors là aussi on justifie, on a entendu ça il n'y a pas longtemps dans la presse, enfin moi je ne suis pas dans les instances mais je lis la presse. Les petits vins, leur clientèle de café, ils permettent en outre d'effectuer des coupages avec d'autres vins. Bah oui, c'est toujours vrai, aujourd'hui encore, même si on boit moins de vin. Dire ça et dire rien, c'est pareil.
Alors, l'AOC va venir, on la sent arriver, voyez, en 30. Il y a donc intérêt, là c'est les viticulteurs qui parlent, il y a donc intérêt pour le viticulteur en particulier, pour l'Union viticole et plus généralement pour tous les producteurs, à se grouper sous la bannière de l'appellation d'origine pour protéger et classer le vrai muscadet. Avoir droit à l'appellation d'origine, c'est être un vin de cru. Les autres vins ne sont que des vins de pays ou pis encore des vins de coupage. Alors le décret loi donc va venir et il va, bon, j'ai rappelé rapidement qu'est-ce qu'il y a, hein, en gros, les usages locaux loyaux constants doivent être prouvés, l'encépagement va être défini, le volume de production à l'hectare va être précisé, la qualité des terrains un petit peu, on va définir quelques critères analytiques avec les moyens de la chimie du moment sans doute, les conditions d'élevage aussi, d'étiquetage, bref. On commence à encadrer quand même de manière assez serrée ces vins qui doivent se démarquer des vins de table. En 1936, le 14 novembre, est publié le décret relatif aux deux appellations Sèvres-et-Maine et Coteaux de la Loire. L'année suivante, l'appellation Muscadet. Alors là, j'ai peut-être besoin de vous donner une précision. Quand on regarde les archives de l'INAO, on les trouve assez facilement, elles sont en ligne. L'attribution de ces appellations a posé quelques débats, on va dire pas de problème absolu, mais il y a eu des débats quand même. Il y a eu des débats entre De Camiran, qui était le représentant de la viticulture nantaise, et le baron Leroy, un certain nombre de personnages qui ont été porteurs de ce projet d'appellation d'origine contrôlée. Certains, pas Leroy, je ne sais plus qui c'est, il était inquiet de ce qu'on utilisait le nom d'un cépage pour en faire une appellation. Appellation, ça veut dire que la loi kidnappe un mot et que l'usage de ce mot devient très encadré. Et ça gêne, et on peut le comprendre. On peut le comprendre. N'oubliez pas, vous pouvez penser que c'est la même chose en Alsace. Oui, mais l'Alsace, passage en AOC, c'est 1962. Donc en 1936, ils n'étaient pas là. Hein. Ça a donné lieu à des débats. Et la solution est venue du bureau de l'AOC, de la commission chargée d'instruire le dossier, qui a dit mais pourquoi ne pas créer une appellation générique plus vaste, Muscadet, tout simplement. Les deux appellations qu'on appelle sous-régionales aujourd'hui, seraient incluses là-dedans et seraient définies à des niveaux de qualité supérieurs. Donc l'appellation Muscadet est venue non pas comme une demande des Nantais, mais comme une proposition de l'INAO pour couper l'herbe sous les pieds du négoce, appelons un chat un chat. Hein. Il s'agissait d'empêcher l'usage du mot muscadet dans n'importe quelle condition. Voilà. Alors, depuis, on a eu aussi les côtes de Grandlieu, ça c'est un peu plus tardif. Et il est quoi, le vignoble, avant la guerre? Donc, on vient d'avoir les AOC, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, c'est un viticulteur qui parle. Notre intérêt à nous, viticulteurs de Valette, est de tenir à produire et à ne vendre que des vins de qualité supérieure. Donc, ils y croient. Pour y arriver, il faut, comme l'on dit, se mettre à la page et apprendre pour savoir vinifier ses vins. Ce qui est aussi un aveu d'ignorance. Apprendre à vinifier ses vins, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas tout à fait au point sur le sujet. Outre ces vignobles massés, alors là, c'est un historien du vin, Raphaël Schirmer, qui s'exprime dans son ouvrage, dans sa thèse. Outre ces vignobles massés ailleurs au sud de la Loire, tout le monde a son clos, une partie du vin est vendangée, une partie du vin vendangé est consommée par la famille, l'excédent est vendu. Il dénonce là cette myriade de propriétaires qui font des picrates ou des piquettes, ou les appelez comme vous voulez, mais qui, pour certaines d'entre elles, certains d'entre eux, vont porter le nom de Muscadet et vont faire, je crois, pas mal de tort à la collectivité. La consommation locale a toujours été, alors ça je vous l'ai dit tout à l'heure, le principal débouché du commerce des vins de Loire inférieure. Hein, c'est resté nantais pendant très longtemps. L'abondance de la demande est en relation directe, avec la propriété industrielle et commerciale de la ville de Nantes et de la ville de Saint-Nazaire. C'est ainsi que dans un proche passé, les vignerons se réjouissaient lorsque les chantiers nantais avaient de l'ouvrage. Encore maintenant, c'est en 1937 que ça a été dit et écrit ça. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, tant il est vrai que la prospérité des corporations est solidaire. Donc vous voyez, c'est resté quand même un vin populaire, ce qui n'est pas infamant dans ma bouche, je n'ai rien contre le fait qu'un vin soit populaire, s'il est bon. Je ne suis pas sûr qu'il l'était à l'époque. Il ne devait pas être cher en tout cas. Alors, après la guerre,
L'AOC, elle est là. Je ne suis pas sûr qu'elle était toujours très bien utilisée. Il faut quand même voir. Ça, c'est des chiffres qui sont extraits de Maujoin-du-Gasset. 26 000 hectares, 6 à 7 000 de muscadet, vous voyez qu'il n'est pas majoritaire, encore à cette époque-là, répartis entre 30 000 producteurs. Comment voulez-vous gouverner une masse comme ça, dont beaucoup, la majorité d'entre eux, font du vin pour eux et puis pour leurs voisins qui veulent bien leur en acheter. Bon, mais c'est la réalité du moment. Alors, ça peut vous paraître surprenant, 7 000 hectares de muscadet sur 26 000. N'oubliez pas que les hybrides producteurs directs ont fait aussi leur apparition et leur implantation dans le vignoble nantais. C'est-à-dire après le phylloxéra, on a planté du muscadet, du gros plan, je maintiens ce que j'ai dit, mais on n'a pas interdit de planter des hybrides producteurs directs. On a mis du gros plan et du muscadet sur les parcelles qu'on voulait reconstituer au titre de la loi Méline. Mais ailleurs, vous pouviez bien mettre ce que vous voulez. Et les hybrides producteurs directs ont été abondamment utilisés à Nantes, en Bourgogne, à Bordeaux, partout. Hein. C'est pas une spécificité nantaise, mais ça explique, si vous voulez, cette faible proportion du muscadet à cette époque-là. Alors, je viens de vous le dire, ça c'est Raphaël Schirmer là, qui s'exprime également. Nulle impulsion qualitative ne vient de ces myriades de petits propriétaires qui cherchent avant tout à satisfaire leur consommation personnelle par un vin qui n'en a que le nom, plutôt une piquette. Ils entravent les viticulteurs dans leur marche vers une plus grande qualité. Nulle véritable locomotive ne vient initier une démarche qualitative avant longtemps. Le pouvoir est assis aux mains des négociants. Bon, vous le savez, enfin, les quelques viticulteurs que je repère dans l'Assemblée le savent mieux que moi. À cette époque-là, en 1952, quelque chose comme ça, un litre de muscadet est vendu 1,5 fois le prix d'un vin de table. C'est pas glorifiant pour un vin d'AOC. Vous savez comme moi que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est pas gratuit, mais presque. La production de muscadet, 250 000 hectolitres, dont moins d'un quart en vente directe. Alors bien sûr, ça aussi, c'est un des tendons d'Achille du vignoble. À l'époque, il y a 75 vignerons dans le vignoble. Et il en résulte au pays du muscadet un grave malaise économique. Comment serait-il autrement ? Alors, on peut se poser la question, à quoi elle a servi l'AOC ? Quand on voit ces chiffres, ces extraits que je vous ai montrés, on se dit que c'est très bien qu'elle ait existé, mais ce n'est pas un remède miracle. Alors, l'évolution qualitative, elle va commencer à partir de 60. 62, c'est la fin de la guerre d'Algérie, c'est le retour des vignerons algériens qui reviennent en France, c'est la fin des teinturiers d'Algérie, un moment relayé par les teinturiers d'Italie ou d'Espagne. Ça n'a pas duré longtemps. C'est à partir de là que, à Nantes comme ailleurs, une politique de qualité, globalement, va se mettre en marche. Alors, création de l'école de Briasset, ça, je crois que c'est une des meilleures choses que la collectivité vigneronne nantaise ait faite. On fixe un degré minimum, un degré alcoolique. Ça, c'est pour limiter la chaptalisation, bien évidemment, parce que quand les vins faisaient 8 degrés, on ne se posait pas la question de savoir si on avait bien travaillé, on mettait du sucre, ce qui cachait la misère. Il y a eu des dispositifs antigel. Alors, je mentionne ça parce que je trouve ça intéressant et je fais souvent dans ma tête, comme ça tout seul, quand je ne dors pas la nuit, le parallèle entre le vignoble nantais et le vignoble de Chablis. Or, ces techniques sont venues de Chablis. Hein, c'est des dispositifs, c'était des petits poêles à pétrole, puis ensuite des rampes à gaz, à Chablis en tout cas, qu'on allumait le matin venu quand il y avait un risque de gel, car le vignoble de Chablis, dans la décennie 50, il a gelé 7 fois sur 10, je crois. Donc comment voulez-vous honorer les marchés avec une production aussi chaotique ? Il y a eu des essais de fait à Nantes. Alors, j'avoue que je n'ai pas d'avis personnel sur le gel, me semble pas être aussi probable qu'à Chablis, mais ça arrive néanmoins. Enfin bref, ça dénote en tout cas une volonté de la communauté vigneronne, ou tout au moins de ceux qui ont mis ça en œuvre, de s'en sortir avec des moyens qui permettent d'améliorer la qualité et la production. La dégustation obligatoire est instaurée en 1971. Ça aussi, ce fut une bonne initiative. Je crois qu'elle est versée au crédit du président du syndicat de l'époque, M. de Québouc. Aujourd'hui, elle serait
je pense pas possible à mettre en place, je ne sais plus trop pourquoi, mais les règlements européens ne permettraient pas de faire ça. Il n'y a qu'une quinzaine d'appellations en France qui ont la dégustation obligatoire. C'est parce que c'est obligatoire, je pense. C'est pas libéral quand c'est obligatoire, c'est bien connu. 94, réglementation de la mention technique sur lit, c'est-à-dire on dit qu'est-ce que c'est et dans quelles conditions on peut utiliser cette mention sur une étiquette. Et enfin, en 99, l'obligation d'embouteiller dans le chai pour les muscadets sur lit, ce qui garantit une certaine sécurité, authenticité au vin, puisque ne transitant pas ni dans un camion-citerne, ni dans un wagon-citerne, ni dans les chais d'un négociant, ce qui rentre dans la bouteille, c'est ce qui est sorti de la cave du vigneron. Même si après, c'est un négociant qui le vend. Et enfin, 2010 à 2011, les appellations villages, qui sont, je crois, la vraie, de mon point de vue, la vraie grande réussite de ce vignoble. Mais elle est venue, malheureusement, un peu tardivement. Alors, quelle est l'image de ce vin ? C'est le vin de poisson, c'est le vin de crustacés, c'est le vin de produits de la mer. J'ai pris des étiquettes, il y en a des milliers, des millions peut-être, que j'ai trouvé comme ça au hasard de recherche sur Internet. Vous voyez qu'on est toujours près de la mer, un petit port breton, un homard, bon, des huîtres, etc., etc. Bon, voilà. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Il y a, à mon avis, long à dire sur ce sujet. Je crois n'avoir pas grand-chose à rajouter. Je vous ai proposé là la vision que j'ai de la campagne qui a été menée dans les années 80 sur le muscadet et qui, à mon avis, a des effets délétères que l'on ressent encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est fait, c'est fait. Muscadet sur lit, vif et frais comme un air de guinguette. Je ne sais pas quelle est l'agence de communication qui a fait ça, mais si elle avait juste ouvert un dictionnaire pour savoir qu'est-ce que c'est une guinguette, elle aurait lu comme moi, dans le Petit Larousse, que la guinguette est le lieu où on débite du guinguet. Et du guinguet, c'est quoi ? Un vin suret, vert, un peu aigre, ni formé ni fait, sans aucune espèce de grandeur. C'est pas de moi, c'est de Larousse. Avouez que pour communiquer, on peut faire mieux quand même. Bon, malheureusement, cette image, elle colle encore au basque de la viticulture, des viticulteurs, du vin, voilà. Alors, bon, je vous dis, je préfère faire de la physique que de la communication, c'est plus sûr et plus sécurisant. Alors, pourquoi cette image du muscadet qui est très dégradée ? Si on cherche des causes, on peut en trouver beaucoup. Bon, la ville de Nantes, incontestablement, a eu sa part dans l'image du muscadet. Aussi loin qu'on fouille dans les archives et jusqu'au Moyen-Âge, on trouve beaucoup de choses. Quand les édiles nantais recevaient, c'était toujours avec des vins de Guyenne, du Poitou, d'Anjou, de Blois, d'Orléans, de Touraine, et quelquefois du muscadet pour ceux qui faisaient la vaisselle dans la cuisine ou pour les soldats. Et ça, c'est écrit pratiquement dans ces termes-là dans bien des documents. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Je crois que la ville, quand je dis la ville de Nantes, je parle des édiles, enfin des gens qui sont en charge de mener la ville. Je pense que la ville de Nantes soutient incontestablement, j'en atteste pour avoir été leur invité à 2 ou 3 reprises, j'ai toujours dégusté des muscadets irréprochables. Bon, mais je ne dirais pas la même chose des professions de bouche que sont les restaurateurs, les bars, les cafés. Là, il y a du boulot à faire. Et plutôt que de faire des guignoleries avec des chapeaux de paille, il vaudrait mieux prendre son bâton de pèlerin et aller voir les cafetiers et les restaurateurs nantais.
vignoble populaire, il n'a pas été tiré par les élites nantaises, c'est ce que je viens de vous dire, comme celles de Bordeaux ou de Dijon ont su le faire. Oui, car là est la différence. Les ducs de Bourgogne ou les ducs de Bordeaux, ou l'archevêque, recevaient leurs hôtes avec des vins locaux, bien évidemment. Bon, ceci dit, à la défense quand même des édiles nantais de l'époque que je n'ai pas connus, qu'est-ce que le vignoble avait à leur offrir qui soit buvable? On peut aussi poser cette question-là. Alors le CIVN, bon, je lui ai fait son procès tout à l'heure à partir d'une petite séquence vidéo musicale. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois que ces institutions, elles ont toutes les mêmes travers. Les usagers payent et les fonctionnaires qui la font tourner décident. Alors ils décident si c'est bien, bon, on peut dire... Voilà, c'est autant que les vignerons n'ont pas à faire. Malheureusement, l'expérience montre que ça ne se passe pas toujours comme ça, et pas seulement à Nantes. Hein. Alors, le rôle du négoce, vous le connaissez mieux que moi. Le négoce, le poids du négoce est terrible dans le vignoble nantais, même encore aujourd'hui, même s'il ne reste plus 75 négociants. Une grande partie du vin passe malheureusement par le commerce, par le canal du négoce. Et puis les producteurs, vous n'êtes pas nets de partout non plus. Hein. Vous avez quand même pendant longtemps laissé faire, et alors je sais qu'on ne maîtrise pas tout, hein, mais je ne peux pas non plus laisser penser que les producteurs n'ont été que des victimes. Hein. Ceux qui produisaient les mauvais muscadets, c'était aussi les producteurs. Alors, dans la presse, on trouve des choses, ou dans les écrits. Voilà ce qu'on trouve, par exemple, dans un journal satirique nantais que vous connaissez peut-être, La Lettre à Lulu, 2010. Bon, ça date un peu, mais pas trop quand même. Le Mumu, après, c'était la conclusion d'un article sur le muscadet, où le journaliste dénonçait les comportements erratiques. Un jour, c'est un grand vin, un autre jour, c'est un vin de comptoir, un vin de guinguette, etc. Le Mumu est donc un vin de poiscaille et de soif, popu haut de gamme, breton de Loire, un peu américain, revendiquant un fief, comme fief, un patelin inconnu dans le monde entier. C'est pas complètement faux. Hein. Enfin, c'était pas complètement faux en 2010 et je pense que ça peut être encore ça. Le mieux que j'ai trouvé, c'est dans un ouvrage intitulé Le muscadet pour les nuls, 210 également, 2011, pardon. Le meilleur du muscadet est son prix. Il n'est pas destiné à vieillir. Quand on sait que sur les deux auteurs, un est d'origine fougéroise, qu'il est sommelier dans, paraît-il, les plus grands restaurants, ce n'est pas avec des propos comme ça que les nuls vont sortir de notre nullité. Hein. Parce que c'est absolument faux, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on dit que le muscadet n'est pas destiné à vieillir, il y a longtemps que c'est faux. Le meilleur du muscadet est son prix, oui, on peut dire les choses comme ça. Je maintiens, moi, que le muscadet n'est pas vendu suffisamment cher pour être crédible. Je ne devrais pas dire ça, je ne suis que consommateur. Alors, on trouve quand même des propos un peu plus flatteurs dans le Wall Street Journal. Buvez plus de muscadet, j'ai traduit. Hein, un autre vin de Loire, le meilleur rapport qualité-prix au monde pour un vin blanc. Bon, ça c'est plus lucide, c'est plus clairvoyant, mais c'est à New York. Alors l'image du muscadet, ben voyez, on retrouve... J'ai pris ça dans un numéro de Marianne, je crois. Et on retrouve des huîtres. Alors, c'est très bon, les huîtres, hein, c'est pas le problème. Et c'est un numéro qui était consacré au muscadet et à cet éleveur, là, Pratarkum. Et sur la photo, alors qu'on a parlé de muscadet tout du long de l'article, qu'est-ce qu'on voit? Une bouteille de carbonieux blanc et une bouteille de Riesling. C'est extraordinaire. Alors, en guise de conclusion, parce que vous êtes un peu là, peut-être, je vous ai fait peut-être toucher du doigt l'ambiguïté qu'il y avait sur le nom, mais bon, ça c'est l'histoire, le passé, il faut faire avec, il faut essayer de gérer. Ce qui, à mon avis, n'est pas bien pris en compte, mais c'est peut-être pas facile à changer, le nom des appellations est trop long. Muscadet de Savremen. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'Assemblée qui a un jour entendu demander dans un bistrot ou dans un restaurant « Je voudrais un muscadet de Savremen » ? Non, un muscadet. Bon, sur lit éventuellement, oui, sur lit éventuellement. Muscadet, il y a trois phonèmes à chaque fois. Muscadet, Savremen. Il y a trois phonèmes. Il y en a trois de trop.
Il faudrait supprimer Muscadet ou Sévrémen, ou mettre ce que vous voulez, mais c'est évident qu'on n'utilise jamais cette appellation. Coteaux de la Loire, c'est pas mieux, et Côte de Grandlieu, c'est pas mieux. Alors, est-ce que la solution, c'est de supprimer Muscadet dans ces appellations ? C'est pas à moi d'en juger, je suis pas loin de le penser, mais de toute façon, il faudra convaincre l'INAO, et il faudra faire d'une patience angélique, parce que la cinétique de fonctionnement de l'INAO n'est pas loin de ressembler à celle des sénateurs. Ce sont des appellations peu pertinentes, je l'ai dit, on ne demande pas un Muscadet de Sévrémen. J'ai jamais entendu ça. Et j'ai travaillé, étant étudiant, dans les restaurants, au service et à la cuisine, mais au service notamment, j'ai jamais entendu, sur la côte, à Quiberon notamment, à Saint-Malo, où on boit un peu de Muscadet quand même, j'ai jamais entendu demander ça. Les prix sont trop bas. Ça, je suis persuadé que c'est pas au bénéfice de la viticulture, de la collectivité. C'est pas crédible. Vous n'êtes pas crédible avec des bouteilles, des parcaves qui sont au détail autour de 4 €. C'est pas crédible. C'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Longtemps, le marché a été trop localisé. C'est-à-dire, on vendait le Muscadet, je vous l'ai dit, quai de la Fosse, dans le port, Saint-Nazaire, ça allait jusqu'à Vannes et Lorient, et puis on descendait en Vendée. C'est moins vrai maintenant, mais il me semble que... alors, exporter, j'ai rien contre, hein, ça doit même être rassurant et flatteur, mais quand un marché comme ça, quand un demandeur, un acheteur, du jour au lendemain dit j'en veux plus, et que vous vous retrouvez avec je ne sais pas combien d'hectolitres de Muscadet sur le dos, il me semble que ça a joué quelques tours à certains dans le vignoble. Voilà. Alors, en guise de conclusion, j'ai emprunté à Roger Dion, qui est la référence absolue, à mon avis, en matière d'histoire de la viticulture, qu'il dit, alors on est en 50, dans les années 50, l'habitude, une fois prise, d'apporter de grands soins à la viticulture ou de lui en donner peu, on en vient vite à attribuer aux dispositions naturelles des lieux les effets de ces différences dans le comportement des vignerons. Il est ordinaire que, dans les régions privées de liaison facile avec les grands centres de consommation, la mauvaise qualité du vin, si favorable que puisse être pourtant les dispositions du sol et du climat, soit acceptée comme une fatalité. Quiconque s'inscrira en faux contre elle et voudrait faire comprendre aux habitants qu'ils pourraient, s'ils s'en donnaient la peine, produire eux aussi de bons vins, aurait peine à se faire entendre si jamais il y parvenait. Bon, je pense que ça n'est plus vrai aujourd'hui. Je répète, on est en 1950, là. Je souscris complètement, dans le contexte du moment, ce que dit Roger Dion. Je crois que c'est plus vrai pour la viticulture nantaise. Elle a mis longtemps à se débarrasser de ses dogmes. Bien sûr, il y a des terrains qui sont meilleurs que d'autres pour la vigne. Bien sûr, c'est pas faux. Mais la qualité du vin, enfin, faut quand même pas perdre de vue que il en va du vin. Le saucisson n'est pas un fruit qui pousse dans les arbres. Et les bouteilles de vin ne poussent pas dans le champ. Entre la grappe de raisin et la bouteille de vin, il y a un travail à faire. Et pour moi, c'est ce travail-là qui est de loin le plus important. Alors, notez quand même, en guise de consolation, la vigne aurait pu disparaître au moins à 2 reprises à Nantes. La première fois, c'est à la Restauration, donc 1820, grosso modo. 1820, pourquoi ? On est toujours sous le régime du Complan, on a replanté, on a reconstitué les vignes à peu près à l'identique, et Charles X, donc 1825-26, pour honorer sa promesse de rendre aux immigrés le milliard qu'on leur avait volé, a augmenté terriblement les impôts, il n'y a pas d'autre façon de faire, et notamment les taxes sur le vin. Et il y a des textes nantais qui, à ce moment-là, expliquent que c'est plus la peine de faire du vin, quoi. C'est plus la peine de faire du vin parce que les taxes absorbent tout le gain que le colon, puisque c'était des colons surtout qui œuvraient à l'époque, que les colons pouvaient espérer. Il n'empêche que sans le contrat de Complan à cette époque-là, je pense que la vigne aurait pu disparaître. Dans les conditions économiques qui sont celles du moment, la vigne aurait pu disparaître du pays nantais. Elle aurait pu disparaître une seconde fois, je vous l'ai dit, c'est après la crise phylloxérique. Si la loi Méline n'avait pas prévu d'obliger à reconstituer avec les plans locaux, il est
à mon avis, à peu près certain qu'on aurait vu ce qui s'est passé à Ruisse. On remet des hybrides producteurs directs. Et puis, dans les années 56, c'est le premier décret pour arracher les hybrides. Ça a duré un peu après quand même. Hein, mais le premier texte 56, on arrache, ou tout au moins, on commence à arracher, on finit dans les années 70. Et puis, quand on a arraché les hybrides, il n'y a plus rien, puisqu'il n'y a plus que ça. Donc là aussi, à cette occasion-là, je pense que la vigne aurait pu disparaître du paysage nantais. Alors, une note optimiste, je redis que les appellations villages ont été créées pour moi, c'est et de loin la mesure qui, à mon avis, est et est efficace, la plus efficace et sera la plus prometteuse pour faire émerger le vignoble et le sortir de l'ornière. Il vous reste maintenant à créer les grands crus, puisque les appellations villages sont faites pour avoir la même hiérarchie qu'en Bourgogne. Merci. Merci pour toutes ces précisions et ce flot d'informations. Il faudra peut-être qu'on le revoie d'ailleurs après. Je voulais une question qui n'est pas directement liée au muscadet, mais pourquoi le melon de Bourgogne n'existe plus en Bourgogne, justement, puisque c'était un plan qui a... Parce que c'était pas un plan... Il n'existe plus parce que je vous ai fait remarquer que dans la liste des noms que je vous ai présentés tout à l'heure, il y avait Gamay blanc. Donc, ce nom désigne clairement le melon comme étant un gamay. Et quand, en 1396 ou 18, je ne me rappelle plus, 1396 je crois, Philippe le Hardi a interdit la culture du gamay, dans l'ordonnance de Philippe le Hardi, il n'est question que de gamay. Mais si on admet qu'il y a une variété de gamay blanc et de gamay rouge, le melon était compris dedans. Par contre, dans les textes ultérieurs, notamment de Philippe II d'Espagne, là il est explicitement question de melon. Alors le melon, il y en a un tout petit peu aujourd'hui en Bourgogne, au pied de la butte de Vézelay, dans une appellation qui s'appelle... Oh, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Bon, enfin, peu importe. 100 hectares. Donc, vous voyez, c'est confidentiel. Et dans ces 100 hectares, pardonnez-moi, il y a un peu de melon, lequel melon n'est autorisé que pour produire des Bourgognes grand ordinaires, en termes d'AOC. C'est-à-dire, il ne peut pas rentrer dans l'appellation locale qui est Bourgogne... Oh, je ne me rappelle plus. Excusez-moi, ma mémoire profonde, elle est trop profonde. Je ne me rappelle plus. Mais c'est anecdotique, quoi. Anecdotique. Alors, j'ai cherché à savoir si sur Joigny, là où il y avait un clos muscadet, il était planté de melon. Je n'ai pas réussi à trouver un interlocuteur qui puisse me renseigner là-dessus, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas évident qu'il était planté de melon, hein. C'est pas évident du tout. Mais savoir ça permettrait peut-être d'expliciter un peu l'origine aussi du mot. Parce que ce nom dans la Bourgogne septentrionale, donc là, tout à fait au nord, on est prêt à sortir de la Bourgogne, ce nom de muscadet est complètement singulier en Bourgogne. Il n'y a pas, j'ai cherché, il y a des bouquins sur les noms de lieux-dits dans la viticulture de Côte d'Or. Il n'y a pas de muscadet. Le seul que j'ai trouvé, c'est à Joigny. Donc on est là dans le vignoble de Lyon, et encore un tout petit vignoble. Une dernière question. Merci. C'est pas directement lié à votre présentation sur le muscadet, mais tout au début de votre exposé, vous avez parlé du vin à partir du 17e. Moi, j'avais un souvenir qu'on disait qu'au contraire, tout le monde buvait ce liquide fermenté pour éviter de boire de l'eau pour des questions d'hygiène. Alors, c'est pas faux ce que vous dites. Encore fallait-il avoir du vin, de l'argent pour l'acheter. C'est-à-dire que... Comment ? S'il était produit localement, bon, il n'y avait pas de transport à payer, on peut imaginer qu'on pouvait s'en procurer.
Mais quand il fallait, à coup de char à bœuf, amener le vin, ne serait-ce que traverser, imaginez ce que c'est que de traverser la Bretagne de Lorient à Morlaix, en passant par les montagnes noires, les monts d'Arrée, qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas hautes. Imaginez avec les routes de l'époque ce que ça pouvait être. Je suis originaire de cette région, je connais bien les mœurs locales. Le vin n'est apparu que comme boisson courante que dans les années 60, 1960. Et il y a une foultitude de textes dans les archives, des rapports officiels commandés par les préfets aux médecins du département sur l'alcoolisme qui commençait à monter après la guerre 14, parce que c'est là qu'ils ont appris à boire, contrairement à ce qu'on pense. Les Bretons ne sont pas chromosomiquement ivrognes, ou alcooliques, pardon. C'est la guerre 14 qui les a initiés à dégustation du vin, enfin dégustation c'est un bien grand mot, à consommation de vin. Les rapports de ces gens-là disent très clairement qu'on ne boit pas de vin, on ne boit pas de cidre, parce que contrairement à ce qu'on pense, le cidre n'est venu que très très tardivement dans cette Bretagne occidentale, typiquement un peu avant 1900, on boit de l'eau, point. Et elle n'est pas bonne ou elle est polluée. Ben oui, mais la notion de pollution n'était pas formalisée à l'époque, on n'en avait pas conscience. Je peux vous assurer que on est là dans les années 70, 1970 bien sûr, parce que j'étais présent, dans une ferme, tirant de l'eau au robinet. L'eau avait la couleur, pas de café tout à fait, mais de café fortement dilué. Et la dame disait « Ah bah oui, elle n'est pas très belle aujourd'hui ». Comment voulez-vous que ça ne soit pas comme ça 1 siècle, 2 siècles ou 3 siècles avant? On fait avec. Une dernière question, parce qu'après on va enchaîner. Que pensez-vous du nom pays du vignoble nantais? C'est en rapport avec votre exposé. Oui. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça. A priori, ça ne me choque pas. Ce qui m'a choqué, mais ça a été corrigé depuis longtemps, c'est quand on parlait du vin. Alors, CIVOPN, Comité interprofessionnel des vins du pays nantais. Il y a eu ça à un moment donné, hein, avant CIVN et avant Interloire. Ça faisait pas chic. On ne dit pas les vins du pays bordelais, on dit Bordeaux tout simplement. Le jour n'est pas encore venu où on demande du Nantes au restaurant. Hein. Mais s'agissant du pays nantais, j'ai pas beaucoup réfléchi, ou pas du tout, même pour tout vous dire. A priori, je suis pas choqué. Pour moi, le pays nantais, enfin l'ancien comté nantais, c'est sans doute ce qu'il faut entendre par là, est incontestablement en Bretagne, même si aujourd'hui elle n'est plus en Bretagne administrative. Il y avait le pays nantais, le pays de Redon, le pays je sais pas où, de Saint-Malo, etc. Je suis pas trop... Ce n'est pas ma question. La question n'est pas que pensez-vous de l'appellation pays nantais, parce que ça c'est une question historique ancienne, mais pays du vignoble. Ah, du vignoble nantais. Ah oui, alors ça c'est une création plus récente, plus moderne. Écoutez, si ce pays qui existe administrativement par la volonté des élus, je pense, a été créé et a adopté ce nom, ça désigne une certaine réalité à quelques conditions quand même. On trouve de la vigne aussi en pays de Ré, c'est-à-dire jusqu'à la mer. Et on n'est plus dans le pays nantais, enfin dans l'esprit des élus, on n'est plus dans le vignoble nantais là, hein, je pense. Donc, si on admet, alors là-dessus j'ai un peu réfléchi parce que je continue à travailler sur ce sujet de la vigne en Bretagne et notamment dans la région nantaise. Et j'en suis arrivé aujourd'hui à me dire qu'il faut absolument différencier dans leur histoire la vigne, enfin le vignoble du pays de Ré et le vignoble nantais. Et j'ai retenu ces appellations, vignoble nantais et vignoble de Ré. Parce que les histoires ne sont pas les mêmes. Pour prendre que l'histoire très récente, il n'y a pas d'AOC en pays de Ré.
Peut-être si, maintenant qu'il y a les gros plans, si peut-être sur les gros plans. Mais c'est très récent. Je ne sais pas bien quoi vous dire. Vous avez une idée pour une alternative à cette expression ? C'est bien difficile parce que historiquement, il y a évidemment bien des noms. Pays de Tifauge, ça ne peut pas coller parce que Tifauge est trop loin. Bon, enfin, il n'y a pas de solution très satisfaisante, j'en conviens. Mais d'un autre côté, caractériser un pays uniquement par une production. Ça peut se défendre dans la mesure où, lorsqu'on regarde la production agricole sur la Loire-Atlantique, en gros, hein, c'est pas complètement vrai, mais la Loire est la limite nord de la culture de la vigne. Alors, c'est pas vrai, on en trouve à Carquefou, à Nord-sur-Erdre, bon, bref. Et puis elle va peut-être monter jusqu'à Châteaubriand, et ici on fera des ananas en culotte courte pour... Bon, bref. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans la partie viticole, quand on est au sud de la Loire, du département. Bon, ça c'est incontestable. Cette partie sud du département, de mon point de vue, n'est pas unifiée en termes de viticulture. Je l'ai dit pourquoi. Moi, je considère maintenant que je me dois de faire une différence par l'histoire, oui, l'histoire essentiellement, et même la production, entre le vignoble de Ré et le vignoble nantais. Donc, que la région retienne cette expression pour se désigner. J'avoue que je suis pas choqué. Je pense que ça caractérise quand même assez bien la région. C'est pas un pays où on élève des vaches, ou pas beaucoup en tout cas, ou des moutons. C'est bien la vigne qui est quand même caractéristique de cette région.